Merci beaucoup, c'est Mohamed Kitani. Donc, vous avez parlé un peu du siphonnage de ce capital humain, l'exode des cerveaux, en d'autres termes. Et c'est vrai qu'il y a des chasseurs de tête qui, par exemple, à l'école EMI, dès qu'il y a une promotion qui sort, ils sont là pour pouvoir recruter. Je ne citerai pas lesquels. Vous avez évoqué l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Vous avez évoqué aussi le déficit des infrastructures et des services publics. En appelant, en faisant un plaidoyer pro domo pour l'innovation. Donc, c'est une innovation. Et puis, je me souviens, une fois à la Maison du Maroc à Paris, vous avez fait une très, très belle intervention où vous avez rappelé tous les efforts de TGL et Bank d'africaniser les managers des banques en Afrique. Je crois que c'est quelque chose qui est en train d'être repris, par exemple, par Orange, par le groupe Orange. Ils sont en train d'africaniser maintenant tous les... Je crois que c'est une excellente innovation. Merci beaucoup, Sektani. Malheureusement, il faut gérer le temps. Et si Bakoli, je vous ai parlé tout à l'heure de la rencontre de Lisbonne, il est obligé de nous quitter parce qu'il faut qu'il prépare beaucoup de dossiers, beaucoup de rencontres. Merci beaucoup, Sim Mustafa, d'être avec nous, d'avoir pris ce temps. Merci beaucoup, on vous salue. Donc, et je vais donc donc, disons, la cerise sur le gâteau, c'est notre grand témoin, monsieur Lionel Zinsou, qui est donc président de Paris Affaires Industrielles, un fonds qui rachète et revend les entreprises, et il est président de Terra Nova. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais journaliste donc dans une ancienne vie avec Radio France Insoumis et avec le journal La Croix, donc journal catholique qui couvre très très bien la région. Et j'ai pu retrouver donc juste une présentation que j'ai beaucoup aimée de monsieur Lionel Zinsou. Voilà finalement l'histoire de cet homme qui est là avec nous, qui nous honore de sa présence, qui a passé son temps à venir d'ailleurs et à travailler avec des gens qui le soupçonnaient de vouloir partir ailleurs. Normalien, reçu premier à l'agrégation des sciences sociales, il a commencé à enseigner l'économie à l'école de la rue d'Oulm. Parallèlement, il entre dans les cabinets ministériels de gauche entre 1981 et 1986. À Matignon, il devient la plume, le nègre, dit-il, de son ancien professeur Laurent Fabius. Puis il quitte l'enseignement et la politique pour devenir industriel chez Danone, donc engagé par l'un de ses mentors, Antoine Riboud, 11 années fastes avant d'embrasser la carrière de banquier d'affaires chez Rothschild et compagnie, comme Emmanuel Macron, puis de rejoindre donc partenaire son nouveau fonds après un bail aussi long. Lionel Zinsou, je voudrais le rappeler, est aussi le descendant d'une très grande famille béninoise. En 1968, son oncle, Émile Derlin Zinsou, est devenu l'un des premiers présidents du pays. Son père, professeur de médecine très brillant, a soigné Léopold Sédar Senghor donc à Dakar. Et Lionel Zinsou, qu'il admirait beaucoup, a voulu marcher dans les pas de Léopold Sédar Senghor. Je voudrais juste rappeler qu'ici à Casablanca, nous avons un beau boulevard aussi qui porte le nom de Sédar Senghor. Donc, il va faire le lycée Louis le Grand, l'agrégation, et puis ensuite donc le concours d'entrée qui va réussir à l'école normale d'Oulm, un an après avoir été reçu à celle de Saint-Cloud. Donc, vous voyez qu'il a un itinéraire très riche et très dense. Et je voudrais juste, c'est vrai qu'on a été peut-être un peu afro-pessimiste, monsieur Zinsou. Vous avez vu, on a beaucoup sur le cœur parce que nous sommes engagés dans cette industrialisation de l'Afrique, mais M. Zinsou a un autre regard, et donc on terminait l'article par « L'Afrique, disait-il, a complètement changé de trajectoire, la France ne s'en est pas rendu compte, mais c'est l'Afrique qui nourrira le monde en 2030 ». C'est vraiment très belle mise en perspective. Donc, M. Zinsou, on va vous écouter avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, Madame, pour cette très indulgente introduction. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, chers amis, je suis très honoré et très heureux, comme d'habitude, d'être au Maroc, mais très honoré d'être invité par une communauté que je respecte beaucoup, celle des ingénieurs, et que vous acceptiez quelques minutes d'un normalien littéraire qui est un peu aux antipodes de vos compétences, même si j'ai passé 11 ans dans l'industrie agroalimentaire, mais enfin l'agroalimentaire n'est pas le plus sophistiqué, et que je me suis occupé à cette occasion, y compris des filiales africaines du groupe Danone, qui sont d'ailleurs très bien représentées au Maroc. Je voudrais en effet, Madame, me situer dans une tonalité légèrement plus positive en ce qui concerne l'aventure de l'industrialisation de l'Afrique que nous sommes en train de vivre, d'un bout à l'autre, du nord à l'extrême sud, de l'est à l'ouest. Et modestement, prendre appui un peu sur ce que j'observe en Afrique subsaharienne. Je voudrais d'abord vous dire, Monsieur le Président de l'association, que
faut faire un tout petit peu attention quand on dit que l'Afrique se désindustrialise en prenant un indicateur qui est celui de la contribution au PIB du continent. Car à ce compte, et en dehors de l'Asie de l'Est, le monde entier se désindustrialise. Vous avez en tête que les pays de l'Union européenne, en 20 ans, ont perdu, en proportion de la population active, 40% des emplois industriels. La dynamique de productivité, de concentration, l'effet de mondialisation, le glissement de l'usine du monde vers la Chine et vers l'Asie ont suscité partout une désindustrialisation mesurée par la contribution au PIB et par l'emploi de la population active. Et donc je crois qu'il faut faire très attention à considérer uniquement l'Afrique sans tout d'un coup ouvrir un peu le champ et s'apercevoir qu'il y a désindustrialisation en termes d'emploi d'une grande partie du monde. Des puissances comme l'Allemagne, des puissances industrielles comme la Grande-Bretagne et comme la France sont devenus des pays beaucoup plus tertiaires et beaucoup moins secondaires. Et c'est une évolution inexorable. Et c'est une évolution qui s'explique par le développement considérable des services, de la logistique, de l'éducation, de la santé. C'est-à-dire que la composition de la demande est beaucoup moins faite de biens industriels et beaucoup plus faite de services. Et que l'industrie elle-même externalise vers les services de plus en plus de fonctions. C'est bien qu'on ne les comptabilise plus comme étant industrielles, simplement parce qu'elles sont sorties vers des prestataires de services. Donc ça, c'est quelque chose à quoi, au total, l'Afrique a plutôt mieux résisté que la plupart des continents. C'est vrai que l'Afrique a pris un choc comme les autres, parce que nous ne sommes pas en train de parler d'une industrialisation qui commencerait aujourd'hui, en 2018. Le Maroc a été désindustrialisé d'industries tout à fait traditionnelles. La Tunisie a été désindustrialisée dans le textile, dans le cuir, par un effet de concurrence des grands émergents. L'Afrique du Sud, quand vous êtes en Afrique du Sud, on ne vous parle que de la crise industrielle qui est liée à la concurrence chinoise. Nous avons reçu un choc d'Asie, nous avons reçu un choc de Turquie, nous avons perdu du terrain dans un certain nombre de secteurs. L'industrialisation, ça ne commence pas en 2018. Et ce qui est extraordinaire dans le cas du Maroc, ce qui est frappant dans le cas de la Tunisie, c'est qu'il y a, y compris, un redressement industriel de ces secteurs qui ont été dégradés par les grands émergents. On avait un gap important de compétitivité. Et on voit une certaine résurrection du textile, du cuir, d'industries qui paraissaient anciennes, qui avaient subi un choc et qui se redressent. Il y a des choses frappantes. Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, la Tunisie est désormais en excédent structurel de commerce extérieur, et c'est un commerce qui est un peu agroalimentaire, mais de plus en plus technologique. La Tunisie est en excédent désormais structurel sur l'Union européenne. La Tunisie est excédentaire dans ses échanges avec la France, avec l'Italie, etc. Donc on est en train d'assister à des éléments d'un redressement industriel, y compris dans des industries plus anciennes, parce que des facteurs de compétitivité comme une monnaie sous-évaluée ou des salaires bas en Asie et notamment en Chine sont des éléments qui se sont retournés et qui aujourd'hui nous redonnent de la compétitivité en Afrique. De même que nous attirons des investissements désormais de délocalisation de Chine. C'est encore relativement limité, ce sont les zones économiques spéciales d'Afrique de l'Est, c'est l'Éthiopie au plus haut point, où curieusement on retrouve un avenir et une compétitivité du textile, de la chaussure, etc., en Éthiopie, ou d'objets de consommation plus durable, le meuble, des choses de cet ordre, qui ressemblaient à une industrialisation, Monsieur le Président, peut-être pas
du XXIe siècle, peut-être pas combinant de la robotique avec du numérique, mais qui ressemble à une industrialisation plus ancienne, de la première vague de nos industrialisations des années 50 et 60, à part que ça va manifestement, et d'ailleurs c'est écrit comme ça dans le plan chinois de développement, créer un transfert assez massif de capacités industrielles avec vocation à réexportation vers l'Asie ou vers les marchés tiers de l'Europe et de l'Amérique. Vous allez voir, y compris dans les industries traditionnelles, un transfert important qui va, au fond, renouveler la problématique. Donc faisons attention, l'Afrique est, en termes de contribution au PIB et en termes de contribution à l'emploi de la population active, un des continents qui résiste le mieux à la réduction de l'industrie dans le total du tableau macroéconomique. Deuxième chose, en termes d'infrastructure, il nous est classique de dire que nous manquons d'infrastructures. Bon, franchement, quand vous allez de Casablanca à Tanger, vous n'êtes pas aveuglé par le manque d'infrastructures. Aujourd'hui, quand vous allez d'Abidjan à Lagos, qui est peut-être la partie du continent, si on prend la bande côtière, qui se développe le plus, vous n'êtes pas aveuglé par le retard des infrastructures, vous êtes aveuglé par le nombre de chantiers. Quand vous allez dans la zone la plus intégrée de l'Afrique, qui est l'ECA, qui est l'Afrique de l'Est, et que vous allez de Mombasa à Kigali ou à Kampala, là où on vous disait que c'était vraiment le corridor qui manquait, l'infrastructure impossible, l'incapacité à désenclaver les économies des Grands Lacs, vous êtes très impressionné par ce qui se passe à Mombasa. Vous êtes aussi impressionné que par le corridor qui va de Djibouti à Addis Abeba. Et quand vous revenez aux chiffres, il y a une polémique sur ce qui est nécessaire à l'Afrique en termes d'infrastructures, d'énergie, de logistique, de télécommunications, d'immobilier commercial. Enfin, ça peut être très vaste, le concept d'infrastructure. Mais prenons les grandes qui concernent la mobilité et l'énergie. Et donc, les évaluations vont de 60 milliards à 90 milliards d'impasse financière. Pas d'impasse financière, mais de besoins de financement par an pour que l'Afrique soit au niveau de ce qui est nécessaire à son industrie. Mais j'attire votre attention sur le fait que 90 milliards, en prenant ce qui est l'hypothèse la plus exigeante, la plus élevée, c'est 3% du PIB du continent. Dans un continent qui est derrière l'Asie, loin devant l'Europe, et évidemment loin devant les pays qui n'épargnent plus, comme les États-Unis et le Japon, l'Afrique est le deuxième continent par le niveau d'épargne. La question, comme l'a souligné le président Kettani, c'est comment on fait de l'épargne à vue transformée en épargne longue. Mais ça, c'est des questions de marché financier, c'est des questions d'arriver à convertir des ressources courtes en emplois longs, qui est la question depuis l'époque médiévale du système bancaire, du système des marchés financiers, et à laquelle nous n'échappons pas, et d'ailleurs dans laquelle nous allons très vite en Afrique, en construction de marchés financiers, seule machine capable de prendre de l'épargne à vue et d'en faire de l'épargne longue. Et Casablanca est un des meilleurs exemples, avec Johannesburg, avec Nairobi, avec Lagos, un des meilleurs exemples de cette machine à élaborer l'épargne. Nous sommes le deuxième continent par le niveau d'épargne et le deuxième continent par le niveau d'investissement. Même un pays comme le mien, le Bénin, qui est un pays modeste, épargne 21% du PIB et dépense 23% en investissement et a, ce qui est à peu près caractéristique de l'Afrique, une espèce de bon équilibre épargne-investissement. La question est donc qualitative. Quelle rapidité de développement du système bancaire, quelle rapidité de développement de nos places financières pour avoir la faculté d'avoir les éléments obligataires d'action, de mobilisation de capital, de fonds propres qui nous sont nécessaires. Mais c'est du deuxième ordre, c'est qualitatif. Nous avons la ressource financière. Et on peut loger
3% du PIB d'investissement en infrastructure quand on dépense, parce qu'on les a épargnés, pas loin du quart des ressources que l'on produit en investissement. Donc l'Afrique, et le président Keïtani l'a dit, je crois que vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, c'est d'abord elle qui finance son développement. Les investissements, y compris industriels, sont financés à 80% par l'Afrique, par son épargne. C'est très très important de voir que les investissements étrangers, qui représentent à peu près 5% du PIB de l'Afrique, c'est-à-dire à peu près 20% des investissements, ne représentent que 5% du PIB de l'Afrique et ne représentent que 20% de l'investissement. Donc l'Afrique a une croissance endogène. Et quand vous regardez le Maroc, vous vous apercevez qu'il n'échappe évidemment pas à ce schéma de financement. Oui, c'est très important qu'il y ait des usines Renault à Tanger, c'est très important qu'il y ait un système, un écosystème aéronautique, automobile dans le royaume du Maroc. Mais l'essentiel de l'investissement productif marocain, il est le fait des groupes marocains, publics et privés. Quand on parle valorisation, on prend des phosphates et on devient un des plus grands producteurs d'engrais à la fois phosphatés et azotés. Et donc, il se passe quelque chose de majeur en termes d'un des intrants absolument fondamentaux, industriels, nécessaires à l'agriculture. C'est bien un effort, il peut être public, il peut être privé, il peut s'appuyer sur le marché financier, il peut être alimenté demain par des green bonds. En attendant, c'est un effort national. L'Afrique est un continent qui autofinance à 80% ses investissements. Il ne faut pas l'oublier, et c'est un facteur qui, aujourd'hui, parce que ça n'était pas le cas il y a 20 ans, est un facteur plutôt, me semble-t-il, positif. Et je crois qu'il faut mettre en lumière ce que nous réalisons, plutôt que de parler de nos goulots d'étranglement, parce que la confiance, comme vous l'avez répété, est d'abord la confiance et l'estime de soi-même, c'est très important. Le président Bakouri nous disait tout à l'heure, avant qu'on entre dans la pièce, ce que représente Nour et ce que représente la grande ferme d'éoliennes du sud du Maroc. Ce que représente Nour, c'est que tout est possible, y compris d'atteindre un niveau dans le mix énergétique qu'aucun autre pays au monde n'atteindra à court terme. Monsieur le Premier ministre, vous êtes, comme moi quand j'étais dans ces fonctions, très intéressé à l'expérience marocaine, parce que nous pouvons la répliquer. Vous aviez sur votre bureau, j'avais sur mon bureau, des projets qui gagnent beaucoup au fait que nous allons échanger, vous, moi, la Tunisie, le Bénin de demain, avec le Maroc, avec Mazen, parce que nous avons les mêmes problématiques et nous avons les mêmes solutions. Nour est une solution extraordinaire. Mais je dirais que les éoliennes onshore du sud du Maroc, qui apportent une énergie la moins chère au monde, à 3 centimes le kilowattheure, amortissement compris, c'est encore beaucoup plus important pour nous. Ça veut dire que nous nous recréons une compétitivité sur l'énergie nécessaire à tous les autres secteurs, et l'industrie est un grand consommateur, mais en termes de contribution à la valeur ajoutée, l'agriculture est encore plus importante dans l'utilisation de l'énergie, comme elle l'est dans l'utilisation de l'eau. Et c'est indissociable d'avoir de l'énergie pour aller puiser notre eau. Cela nous apporte des réponses qui sont des réponses uniques au monde. Parce qu'il faut bien avoir en tête, quand on parle de notre industrie, que nous n'allons imiter personne. Si nous ressemblions au développement industriel chinois, en 20 ans, la planète serait irrespirable et incontrôlable. Si nous faisions notre développement industriel avec du charbon et du nucléaire, et que, comme à Pékin, on ne puisse plus ouvrir la fenêtre à Casablanca à cause de la population,
l'Afrique suffirait à elle seule à tuer la planète en répliquant le modèle. Nous n'avons aucune raison de répliquer un modèle européen, simplement parce que nous avons cet avantage d'arriver les derniers et de mettre en œuvre les dernières technologies. Et comme quiconque met en œuvre les dernières technologies, c'est tellement sensible dans la banque, où vous voyez que ce continent numéro 1 des paiements numériques et demain de la distribution, et c'est une problématique fondamentale pour Attijari, la distribution du financement par des moyens numériques. C'est tellement évident dans un certain domaine de la santé, de la télémédecine, de la télééducation. Et c'est tout à fait la même chose avec la fabrication en 3D qui se développe plus vite en Afrique qu'ailleurs dans le domaine des industries légères. Nous n'allons pas ressembler à l'Europe. C'est comme ça. Nous allons ressembler à l'Afrique de demain. Nous n'allons pas ressembler à l'industrialisation de la Chine. Nous avons des modèles qui sont différents. Et c'est pour ça que de montrer quand c'est possible, regardez à quelle vitesse va le Rwanda en intégration du numérique dans la société. Regardez comment la logistique par les drones est plus avancée au Rwanda que partout ailleurs. Regardez le Kenya, regardez le Nigeria en matière d'usages sociaux des télécommunications. Regardez la rapidité par laquelle le Maroc exporte ses modèles de financement du logement, crée une concurrence incroyable. Regardez à quelle vitesse le Maroc est devenu, les grandes banques marocaines sont devenues les premières banques de l'Afrique de l'Ouest, les premières banques de la zone franc, et les premières banques jusqu'à Madagascar. Et vous aurez une idée de ce qu'il faut mettre en avant, parce que ce sont des réalisations exceptionnelles et que dans chacun de nos domaines, nous allons conduire des réalisations de la même nature. Et les politiques industrielles, ça sert aussi à ça. Ça sert pour des industriels et des investisseurs à régler des anticipations rationnelles. Je voudrais rendre évidemment hommage à la vision de Sa Majesté en ce qui concerne l'industrialisation de l'Afrique et d'ailleurs le développement des services, puisque le Maroc est très puissant en exportation de services et en investissement dans les services. C'est une vision très claire. C'est une vision qui permet d'organiser toutes les anticipations des agents économiques. Ils ont besoin de ce type de vision. Ils ont besoin de ce type de spécialisation très claire. Le Maroc aurait pu faire choix. Monsieur le Premier ministre, la Tunisie, à bien des égards, a fait le choix européen et méditerranéen. Aujourd'hui, la Tunisie est un pays qui fait plus de commerce extérieur avec l'Union européenne que la moitié des membres de l'Union européenne entre eux. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus européens dans votre composition des échanges que la Roumanie, la Bulgarie, vis-à-vis de l'ensemble de l'Union européenne. Le Maroc a fait un choix qui est la vision africaine, subsaharienne, sur l'industrialisation, sur les services, et y compris la participation à aider l'intégration régionale en rentrant dans la CEDEAO, ce qui sera considérable en termes de réglage des anticipations. Quand un investisseur verra que l'Afrique de l'Ouest commence à Tanger et finit à Calabar, et que là, il y a, en parité de pouvoir d'achat, un PIB de 2 000 milliards de dollars, tout le monde regardera autrement la CEDEAO. Donc vous voyez, c'est très important de mettre l'accent sur le fait que nous allons réaliser des choses qui nous seront propres, qui sont déjà uniques, et en mettant aussi la lumière là-dessus. C'est très important parce que si on ne fait que la masse de nos faiblesses, de nos urgences et de nos frustrations, mais on est comme tout le monde, si vous voulez. Dire nos jeunes n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail. Mais c'est ce que disent les Italiens, les Espagnols, les Grecs, qui ont les mêmes taux de chômage sur les jeunes. Dire nous n'avons pas des formations supérieures adaptées aux besoins des entreprises. Mais le monde entier dit ça. Ça n'est pas ça qui est discriminant, ça n'est pas ça qui est caractéristique. Évidemment qu'il faut jouer sur tout ça. Évidemment que comme tous les pays, il nous faut jouer sur tout ça. Mais il faut d'abord mettre en avant le fait que
Nous sommes un continent de tous les possibles, et simplement, il faut tenir compte de l'histoire. Nous n'avions pas de secteur privé. Comment aurions-nous eu un secteur privé? Nous avons un secteur privé désormais vivant en Afrique, parce qu'il y a eu des privatisations, qu'il y a eu des transferts importants, parce qu'on a laissé sur plusieurs décennies se construire des entrepreneurs. Aujourd'hui, on a des jeunes entrepreneurs de start-up, c'est sans équivalent au monde la naissance de ces entrepreneurs. Et toutes les institutions, comme la vôtre, Monsieur le Président, aident à porter. Il y a un effort d'incubation continentale très important. Mais enfin, on ne pouvait pas avoir ça dans les années 50 et dans les années 60, voyons. Nous sommes les héritiers d'une domination. Nous sommes les héritiers de 100 ans de politique qui n'avaient aucunement le but de créer une accumulation de capital en main nationale. Aucunement, tout l'inverse. Nous avons des spécialisations. Comment voulez-vous que nous sortions de spécialisation? Pourquoi voulez-vous que nous vendions le coton béninois aux Nigériens contre leur uranium? Nous sommes spécialisés pour autre chose que de travailler avec nos voisins. Parce que nous sommes spécialisés par des puissances qui ont besoin et d'uranium et de coton, mais les Nigériens n'ont pas besoin de coton et nous n'avons pas besoin d'uranium. Bon, il faut sortir de ces spécialisations. On en est très largement sorti parce que nous sommes désormais des économies beaucoup plus diversifiées et complètes. Alors évidemment, c'est plus visible en Côte d'Ivoire, c'est plus visible au Kenya. Et plus vous êtes un petit pays, plus vous êtes dominé par votre spécialisation initiale. Et puis quand vous êtes un plus grand pays, vous avez plus de chances d'avoir une diversification. Aujourd'hui, il n'y a que 5 pays qui ont une vraie diversification de leur commerce extérieur manufacturier. La plupart de nos pays, plus de 30, ont un produit qui représente 75% de leurs exportations. Mais ce n'était pas à la portée d'une seule génération de sortir de ça. Prenons quand même bien la mesure de l'histoire. Nous ne sommes pas nés d'hier. Notre industrialisation, elle n'est pas née d'hier. Quand vous vous promenez dans les rues de Dakar, si comme moi vous l'avez fait quand vous étiez enfant, vous ne sentez plus l'odeur de la torréfaction de l'arachide par les usines Le Sieur et les usines Petersen. Parce que ça, c'était l'industrialisation des années 50. Il n'y a plus d'usine Le Sieur et il n'y a plus d'usine Petersen. Alors, Le Sieur Cristal, heureusement, a ses usines au Maroc. Quand vous vous promenez dans la campagne autour de Cotonou, vous voyez le squelette des huileries de palme. Nous étions avec le Nigeria les 2 principaux producteurs d'huile de palme. Aujourd'hui, l'Afrique s'est transformée en un continent qui est le continent le plus vulnérable, le plus dépendant pour les corps gras, des plus dépendants de l'importation. C'est une industrie qui est née dans les années 50 et qui est morte dans les années 70. Et qu'il s'agit maintenant de reconstituer avec nos nouveaux facteurs de compétitivité et nos nouveaux facteurs de demande, etc. Quand vous cherchez les usines textiles de Bouaké ou de Kaolack, vous verrez le squelette d'une ancienne industrialisation. Mais ce que vous verrez aussi, et c'est là-dessus qu'il faut, je crois, vraiment insister, vous verrez tous les signes de la nouvelle industrialisation qui est en partie la rénovation, la réjuvénation, la résurrection de certaines industries anciennes auxquelles s'ajoutent des industries complètement nouvelles et beaucoup plus technologiques. Et je voudrais terminer en vous rappelant que plus industrialisé en termes de contribution de l'industrie manufacturière au PIB, c'est-à-dire on enlève bâtiments, travaux publics, on enlève production d'énergie. Donc c'est vraiment la transformation elle-même. Plus industrialisée que l'Union européenne, en Afrique, il y a le Maroc, et de loin, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, la Zambie, le Swaziland, l'Afrique du Sud et le Kenya.
Donc il faut le dire vite, que nous ne sommes pas en train de devenir une des vraies puissances industrielles de demain. Je vous remercie.